avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline, qui a troqué les dossiers de notaire contre les couches et les micros dans son podcast Virage. Elle va nous raconter le sien justement de virage à 180 degrés vers la vie de maman podcasteuse durant son congé mat. On va parler de l'espace public, pas toujours friendly pour les kids et spécialement galère pour les mamans, genre dans le métro ou sur les trottoirs. Puis Pauline va nous balancer comment est-ce qu'elle a monté son podcast en se focalisant sur l'audio et en zappant un peu les réseaux sociaux soutenus par son mec. Alors accrochez-vous, parce qu'on va aussi parler de comment les papas peuvent et doivent s'impliquer dans les premiers pas de bébé. Nous allons même parler de l'art de jongler entre couches et réunions Zoom sans perdre la boule. Pauline, elle est cash, et elle se livre sans filtre sur ses challenges depuis l'arrivée de son petit dernier. Les tiraillements entre l'envie de tout contrôler et lâcher prise sans oublier les petits poids de la culpabilité qui pèsent sur les épaules des mamans principalement. Alors venez prendre votre dose d'histoire vraie et de conseils, que vous soyez déjà parent ou que l'idée commence juste à germer. Mettez-vous bien, poussez le son et laissez-vous porter par notre conversation. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre appli pour ne rien rater de nos aventures parentales et mettre 5 étoiles si vous voulez. C'est parti avec ma première question. Comment t'est venu ton désir d'enfant ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais réfléchi déjà avant d'avoir des enfants ? Je vous souhaite une bonne écoute. Oui, c'est quelque chose que j'avais réfléchi avant d'avoir des enfants. Je me suis toujours imaginée maman. J'ai toujours j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Même si après, on est d'accord, c'est pas pareil de faire un babysitting ou de s'occuper des enfants d'une amie ou bien d'avoir un enfant. Mais quand même, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Je me suis toujours imaginée être maman. Et après, le sujet est arrivé relativement rapidement dans ma vie, puisque j'ai, comme beaucoup de femmes, de l'endométriose et les ovaires polykystiques. D'accord. Du coup, médicalement, je savais que ce serait pas forcément simple pour moi de devenir maman. Et donc, c'est un sujet qui est rapidement arrivé sur le tapis malgré moi, même si dans ma vie privée où j'en étais pas forcément là, c'est quelque chose auquel j'ai dû réfléchir assez tôt. Quand tu dis assez tôt, c'est-à-dire c'est quoi ? On m'a diagnostiqué les ovaires polykystiques que j'avais 25 ans et de l'endométriose, et on m'avait dit qu'il y en avait beaucoup, etc. et que il faudrait pas, le langage de médecin, qu'il faudrait pas trop tarder pour avoir des enfants. Et du coup, j'ai dû subir une opération avant de pouvoir avoir des enfants. Ah bon ? Ouais. Ça s'appelle un drilling ovarien, en fait, pour relancer une ovulation, on va dire. En fait, quand tu as les ovaires polykystiques, tu peux ne pas ovuler pendant plusieurs années, pendant quelques temps. Et on te déclenche une ovulation artificielle, en gros faisant des micro-percements sur tes ovaires pour libérer les follicules et permettre à ton corps de retravailler normalement. Donc, moi, c'est une opération que j'ai dû faire avant et qui m'a permis d'échapper au parcours de PMA, tu vois. Et cette opération, c'est quoi ? C'est en anesthésie générale ? Non, c'est en anesthésie générale, mais tu passes par célioscopie et du coup, c'est des micro-percements de tes ovaires, donc plus dans mon cas, retrait de certaines lésions d'endométriose. Mais du coup, si tu veux, c'est quelque chose forcément auquel j'ai dû réfléchir. Et pareil pour l'écart de mes enfants, puisqu'on en a discuté ensemble, parce que j'imagine que tu vas l'amener, mais on a fait des choix qui sont différents. Moi, c'était en même temps un choix et en même temps pas vraiment un choix, puisque je savais que je voulais plusieurs enfants et que je savais que j'avais pas un temps incroyable devant moi. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le fameux SOPK qu'on peut voir sur les réseaux. Ouais. Là, pour tout le monde, si tu bien sûr. le propos. Tu as dû le faire à chaque grossesse ? Non, j'ai pas dû le faire à chaque grossesse, justement, parce que pour certaines femmes, il y a besoin de le refaire. Voire, ça suffit pas. Moi, j'ai eu de la chance, puisque ça suffit pour permettre à mon corps de réovuler normalement après cette intervention. C'est ouf. Et t'avais combien de convalescence après un truc comme ça ? Pas du tout. C'est douloureux ? Il n'y a pas du tout de convalescence ? C'est douloureux, mais de convalescence, t'as pas beaucoup. Je crois que t'es arrêté 1 semaine. Et t'as eu mal combien de temps ? En vrai, je crois que ça a été compliqué quand même pendant 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est plus douloureux que des règles avec endométriose et tout. C'est plus. En fait, c'est pas la même douleur parce que là, il y a le côté. Du coup, on a dû me retirer un petit bout d'utérus qui avait été trop atteint par certaines lésions d'endométriose. Et donc voilà, et donc c'est vrai qu'après, de toute façon, je trouve que globalement, on attend toujours des femmes qu'après une intervention quelle qu'elle soit,
elle soit comme si rien ne s'était passé, tu vois. Ça me choque plus maintenant que j'ai eu mon deuxième accouchement et qui a été un accouchement par césarienne. Ah oui, en plus. Ouais, donc je me dis... le premier en voix basse, et le deuxième en césarienne. Mm. Ok. Et donc du coup, ça me choque plus maintenant de me rendre compte de ce qu'on attend des femmes, en fait, en je- post-opératoire. Et du coup, cette première grossesse, comment tu l'as vécue, du coup, de tomber enceinte comme ça c'est arrivé longtemps après l'opération? C'est arrivé assez longtemps après l'opération, mais en revanche, ça faisait partie du protocole qui était préconisé par le médecin. Donc, c'est pas arrivé longtemps après le moment où j'ai pu lancer les essais. C'était vraiment mon cas. Donc, moi, j'ai pas pu commencer les essais immédiatement après l'opération. Il a fallu rentrer dans un traitement, etc. Et donc, après, dès que ça a été possible, je suis tombée rapidement enceinte. Okay. Dès que j'ai pu lancer les essais médicalement parlant. C'est 2 cycles. Ah oui, c'est rapide. C'est très rapide, tu vois. Rapide, oui. Ouais. Donc voilà. Alors qu'on m'avait dit que ça pourrait être long. Et qu'est-ce que tu as ressenti du coup à cette découverte de grossesse? Beaucoup de surprises, mais beaucoup de joie et de soulagement. Et après aussi, c'était une grossesse pendant le Covid. Désolée, moi je ne dis pas la Covid. Je suis d'accord avec ça. Donc, je suis 100% d'accord avec ça. Donc voilà, je continuerai jusqu'à la mort à dire le Covid. Mais du coup voilà, donc c'est particulier quand même de vivre une grossesse, surtout en 2020 quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'angoisse autour du Covid. C'était particulier, parce que du coup c'est ta première grossesse, donc c'est un monde qui est complètement nouveau, et il y a plein d'étapes qui sont squeezées. Par exemple, tu n'as pas l'échographie de datation. Donc, moi qui suis de nature assez stressée, je me disais, allez, ça y est, c'est une grossesse extra-utérine et je le sais pas. Et du coup, je vais m'en rendre compte au bout de 3 mois et ce sera peut-être trop tard, tu vois. Ah ouais, t'es vraiment partie dans le scénario catastrophe. Je suis partie dans le scénario catastrophe, mais parce qu'en fait, j'ai été hyper malade pendant le début de ma grossesse. Et c'est vrai qu'autour de moi, je n'avais que des femmes qui avaient adoré être enceinte. Leur grossesse n'avait été un bonheur, etc. Donc, je suis trop contente pour elles. Mais moi, j'en connais pas. C'est vrai. Qui ont aimé être enceinte, oui, mais qui se rappellent que c'était galère aussi, tu vois. Ouais, mais après, je peux comprendre aussi si t'as pas été trop malade, c'est sûr. Tu vois. Moi, c'est juste que j'en connais pas autour de moi. Ouais. Mais en effet, il paraît que ça existe. Ouais, moi, je connais moins de femmes pour qui ça a été difficile que pour qui... Enfin, moi, j'ai vraiment débarqué dans le... en me disant, c'est bizarre qu'elles aient tant aimé quand même. Parce que moi, je suis vraiment pas bien. Je trouve pas ça terrible quand même. Je veux dire, ça me rappelle une gastro qui dure longtemps. C'est ça. Ou une bonne gueule de bois dont on ne se remet pas. Mais du coup, donc, tu vois, un peu d'inquiétude par rapport à ça, parce que donc, je découvrais quelque chose alors qu'autour de moi, même si on a beaucoup de chance aujourd'hui, parce que grâce à notamment plein de podcasts qui libèrent la parole, on sait que c'est pas tout rose et que c'est OK de pas aimer être enceinte, que ça fait pas de toi une mauvaise mère, etc. Mais malgré tout, je me disais, c'est pas possible d'être aussi mal, tu vois, et que tout aille bien. Et en fait... Eh ben si. Ouais, c'est un peu le cas pour ma compagne en ce moment, au moment où on enregistre. Hein. Ouais. Donc, sur sa deuxième grossesse, bon, peut-être qu'on en reparlera après, mais... Elle est malade. Ouais. Enfin, tu vois, là, par rapport pour Sarah, elle était très fatiguée avec juste la nausée pendant les 3 premiers mois. C'est ce qu'elle a eu aussi là. Sauf que là, apparemment, le bébé est positionné plus bas. C'est un peu différent. Du coup, en fait, elle le trouve plus lourd. Alors que Sarah était très haute, c'est vrai. Et du coup, elle est sûrement plus proche du centre de gravité, tu vois. Donc, elle la sentait beaucoup moins lourde. Donc, et donc là, elle est très fatiguée. Ouais, on a un peu marre. Et puis, tu l'as vécu, on va en parler. C'est que la grossesse, quand t'as pas d'enfant, et la grossesse quand t'as déjà un enfant, ça n'a un peu rien à voir. Mais revenons à ce moment. Donc, toi, t'es heureuse. Et ton mec, il est heureux? Très, très heureux aussi. Ok. Très heureux aussi. Il le vit bien, il est prêt, il est dans les starting blocks. Il n'est pas prêt, je pense. Ok. Parce que, en vrai, je pense que personne ne l'est. Je pense que je ne l'étais pas avec le recul, dans le sens où on est prêt, mais c'est très abstrait avant de vraiment le vivre. Ok. Je trouve quand même. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Moi, j'ai souvent tendance à dire que j'ai différents moments où je suis devenu père, si tu veux. Il y a le moment où j'ai appris la nouvelle et où j'ai vraiment un sujet de prise de conscience personnelle. Il y a le moment, je trouve, où tu deviens père socialement, c'est-à-dire le moment où tu l'annonces, le moment où c'est bientôt la fin de la grossesse, voilà. Et à un moment, tu le deviens émotionnellement. Et là, moi, c'est venu vraiment, même s'il y avait des choses qui montent petit à petit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti, si tu veux, quand j'ai pris Sarah dans mes bras pour la première fois. Enfin, voilà, c'était un tsunami incroyable. Et du coup, toi, ton mec,
C'est arrivé comment? Comment ça s'est goupillé, ça? À la naissance. À la naissance, vraiment, ça... Ouais, c'était abstrait avant, quand même, malgré tout, tu vois, parce que forcément, vous ressentez moins de choses que nous pendant ces mois-là. Enfin, physiquement, tu vois, je veux dire. Donc, je pense que... Et puis, quand je disais pas prêt, je disais... On mesure pas le changement. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment pris, pour le coup, une matrescence dans la gueule. C'est-à-dire que j'étais plus la même personne avant et après. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas été forcément une bonne amie quand j'accompagnais des amies qui sont devenues mamans avant moi, parce que je pouvais pas mesurer ce qu'elles vivaient. Et c'est dans ce sens-là, tout était prêt pour accueillir un enfant. On avait matériellement tout pour changer les couches, qu'elle puisse dormir dans son lit, dans lequel elle n'a pas forcément dormi. Mais voilà. Mais pour autant, on n'était pas prêt à ce que ça allait vraiment représenter pour nous. Et l'accouchement? Tu veux dire, est-ce que j'étais prête? C'était une balade de santé. Est-ce que ça s'est bien passé? Enfin, surtout, comment ça s'est passé? Bien ou moins bien? Ça s'est bien passé, mon premier accouchement, pour le coup. J'ai pas de souvenir. Au contraire, j'ai le souvenir d'avoir, pour le coup, passé un beau moment. Intense, mais j'en ai un beau souvenir de ce premier accouchement. T'étais en maternité? Ouais, j'étais en maternité. J'ai pas fait le choix d'un accouchement nature. Donc, j'ai choisi d'accoucher avec péridurale. Un immense respect à toutes les femmes qui font ce choix-là. Et à celles qui le font Et pas. à celles qui ne le font pas. Mais vraiment, un immense respect. Et je pense que pareil, avant d'être maman, je comprenais pas trop qu'on puisse faire ce choix. Maintenant, je peux comprendre qu'on ait envie d'être actrice et de faire ce choix-là. C'était juste pas un choix qui était... Oui, et puis il faut voir après aussi comment tu le vis sur le moment. Voilà, ouais, bien sûr. Ça peut être une option, ça peut être programmé, ça peut être imprévu, ça peut être plein de choses. C'est ça. Et aussi déculpabiliser quand on n'a pas l'accouchement dont on rêve et qu'on a préparé, parce qu'on est on est très impuissant aussi parfois face à ce qui peut se passer pour le bébé ou pour nous ou quoi que ce soit. Et souvent, on n'a pas vraiment la main pour ce genre de moment. Et alors tu dis, quand je suis devenue mère, j'ai vraiment changé, la matrescence. Qu'est-ce qui a changé? J'étais plus la même personne. C'est-à-dire que je suis rentrée à la maternité, je suis ressortie, j'étais plus la même femme. Vraiment, je me suis rencontrée en même temps que j'ai rencontré ma fille. Ça, c'est sûr. J'ai su instantanément, quand on me l'a posée sur la poitrine, que ma vie allait complètement changer. Mais dans un sens hyper puissant, flippant, à la fois dérangeant et agréable, dans le sens où je savais que ça me prendrait du temps pour retrouver des repères, pour savoir à nouveau qui j'allais pouvoir être et devenir, savoir aussi la mère que j'avais envie d'être, parce que même si j'avais imaginé plein de choses, c'était très différent. Par exemple, l'allaitement. Quand t'es enceinte, tu te dis peut-être que j'allaiterai 6 mois, etc. Et puis en fait, tu vois, moi, je suis partie sur un allaitement long. Et je trouve que on nous demande de trop nous projeter avant d'avoir fait cette rencontre de nous et de l'enfant. Oui, et puis aussi, alors je sais pas quel parcours tu as eu, mais on ne donne pas forcément les moyens. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je fais maintenant pour les amis qui vont devenir parents, notamment sur la première fois. On leur conseille, voire on leur offre une consultation avec une IBCLC. Oui, bien sûr. Une consultante en lactation IBCLC en amont, en fait, avant la naissance. Parce qu'elles sont quand même plus à même de décrire vraiment comment ça va se passer, de venir démonter les croyances autour du truc, tu vois, positives comme négatives. Hein. Et ok, donc l'allaitement, du coup, toi, tu t'étais dit, ça a duré quelques mois, et finalement, ça a duré... 2 ans. 2 ans, ok, cool. Ouais, cool. C'est bien 2 ans. C'est sympa. Je sais que vous avez fait un allaitement plus long pour... Oui. Nous, c'était 4 ans. Ouais, 4 ans. Nous, c'était 4 ans, avec cette période, en effet, passé 2 ans, qui est vraiment sur l'allaitement à l'amiable, comme dirait Ingrid Baillot. Donc, donc ça, c'était intéressant. Et le papa, du coup, comment il trouve sa place à ce moment-là? Il trouve sa place dans le fait de faire d'autres choses que donner un biberon. C'est-à-dire que, après, moi, j'ai quand même envie de dire quelque chose, parce que je trouve que souvent, on a tendance à culpabiliser un petit peu les femmes. Je sais que c'est pas du tout ce que tu étais en train de faire et que c'était vraiment une question, mais comme si certaines femmes, je parle beaucoup du corps médical, qui ont beaucoup pu le dire ou quoi que ce soit, en allaitant, priver, entre guillemets, un petit peu le papa de certains moments privilégiés, alors que franchement, il y en a 1000 autres. Pour créer un lien avec son enfant, il n'y a vraiment pas que ça. On peut donner un bain, changer une couche, faire un massage, faire plein de trucs qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au bébé. Voilà, les papas qui ne trouvent pas leur place, c'est peut-être aussi parfois parce qu'ils ne veulent pas la trouver, et pas forcément de la faute de la maman
qui allait et du coup est trop proche de son bébé et laisse pas la place au papa. Parfois. Alors moi, je pense que c'est jamais la faute des mères, premier point. L'autre point, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très culturel, et c'est ce que l'histoire nous montre, on va se faire un petit temps historique, c'est que si tu veux, en fait, la puériculture, je ne sais pas si tu sais comment est-ce qu'elle a été créée, la puériculture. Non. La puériculture, elle a été créée aux alentours de 1892 dans les orphelinats, Ouais. en fait, où il y avait un taux de mortalité de 9 sur 10, la première année de vie des bébés. Et donc là, des mecs sont arrivés, donc des médecins, alors, avec plein de trucs chouettes, hein. Les tétines qui étaient plus des boyaux de porc, les trucs qu'on pouvait laver, parce qu'en fait, avant, on les lavait pas. Enfin, voilà, c'était vraiment dégueulasse. Et donc, ils sont arrivés avec ça, mais avec, en fait, sur la puériculture, à la base, hein, je dis pas que ça a pas un peu évolué quand même, mais à la base, c'est la survie de l'enfant, pas son développement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'on s'est traîné aussi pendant des décennies et des siècles, une vision du nourrisson comme étant simplement un espèce de tube digestif doté d'une alarme un peu chiante. Et c'est tout. C'est aussi pour ça qu'on opérait les bébés sans anesthésie, jusque dans les années 70-80 par exemple. Quelle horreur. En fait, finalement, et tu sens bien ce poids culturel de nourrir l'enfant. Et je pense qu'en effet, ça évolue parce qu'on commence à avoir un changement culturel là-dessus, sur le fait que le développement de l'enfant, quand on vise son développement et plus sa survie, c'est là où on peut commencer à parler de lien d'attachement, de comportements de parentage proximaux, etc., comme le portage, le bain, etc. Et moi, je pense que l'allaitement, pour le père, c'est un moment qui permet de vraiment se positionner comme faisant partie de l'histoire sans en être le personnage central. Ouais. Ce qui, en tant que petit garçon ayant été éduqué avec des héros et des super-héros, peut vraiment amener un moment de réflexion profonde sur c'est quoi ma place. Donc voilà, bon, il a trouvé sa place et il a pris son congé Pat ? Non, parce que... Comment ça, non ? Non, parce qu'il est indépendant et que notre fille est née pas loin de Noël. Donc au final, ça a un petit peu coïncidé. À l'époque de sa naissance, c'était 10 jours. Ouais. Le congé, c'était pas encore un mois comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc ça a à peu près coïncidé avec les vacances de Noël, mais après, il fallait vraiment qu'il reprenne. Donc, voilà. C'est pas beaucoup mieux hein, pour l'instant avec les. C'est pas beaucoup mieux, ouais. C'est pas beaucoup mieux, mais en effet, c'est fait partie des oubliés du congé paternité qui n'avait été pensé que pour les salariés de la classe moyenne. Dommage, bon, il a quand même réussi à bien vivre. Toi, comment t'as pu te remettre du coup de cet accouchement ? J'ai été assez isolée pendant mon premier accouchement parce que du coup, suite Covid, donc même au niveau de la famille, tu pouvais avoir moins de visites. Quand tu voulais prendre un verre pour te changer un petit peu les idées, je veux dire un café en journée, histoire de sortir de chez toi, c'était pas possible non plus. Donc c'était pas un postpartum qui était idyllique. Ok. Mais voilà, c'était comme ça. Pour le coup, l'isolement, tu te le prends quand même un petit peu dans la gueule. L'isolement des femmes en postpartum. Quand tu le vis, et ça fait partie des choses que tu n'as pas forcément vu venir, dans le sens où, tu vois, du jour au lendemain, je sais qu'on a la même affection pour l'association Parents et Féministes. Et c'est vrai que c'est quelque chose, donc l'isolement des mères en postpartum, qui est central dans leur travail, qui est un travail remarquable. Et c'est tout des choses auxquelles tu faisais pas attention, en fait, quand t'es pas parent. Mais par exemple, dans les grandes villes, moi, j'habite le centre de Paris, j'ai un mal fou à me déplacer avec ma poussette. Un mal fou. Franchement, les trottoirs sont tout petits. Il y a des poubelles énormes. Tu dois descendre, monter. Du coup, parfois, ça te décourage d'avance parce que tu te dis, juste pour s'aérer une petite heure, ça fait beaucoup, beaucoup d'efforts, quoi. Alors que c'est primordial, en fait, de s'aérer une petite heure. Et ça devrait être hyper facilité. Et je sais que cette association, du coup, milite pour qu'il y ait des cinémas dans lesquels on puisse aller avec un bébé. Et même de manière générale, de façon... on sent qu'un bébé dans l'espace public, il est jamais bienvenu. Oui, les enfants sont les grands impensés de l'espace public, sauf quand c'est pour les parquer. On peut faire un petit espace pour que vous fassiez pas trop chier le monde, et puis on va bien le cloisonner. Ouais, c'est ça. Par sécurité. Ouais. Alors que par endroit, quand même, on se pose la question. Donc oui, en effet, mais en plus, c'est vrai qu'il y a ça. Et je sais pas si tu connais le livre Femmes invisibles de Criardo Lopez, qui montre comment aussi les villes, de toute façon, sont pensées par des hommes pour les hommes. Et comme les hommes ne s'occupent pas des enfants, ça marche pas. Et il y a un truc qui était super intéressant. Alors, je crois qu'elle prend l'exemple dans le livre La ville de Mexico, mais tu vas voir que ça va te sauter aux yeux et ça va vraiment te rappeler les villes françaises aussi. C'est comment est-ce que les lignes de transport en commun sont pensées pour des actifs
et donc vont de l'extérieur vers l'intérieur de la ville, alors que les mères de famille, par exemple, notamment pour faire le tour des commerces, ont besoin plutôt de lignes qui sont circulaires et qui font le tour de la ville. Et ça, c'est assez flagrant parce que tu vois bien que dans la plupart des transports en commun, même dans les grandes villes de France, c'est toujours ce même schéma. C'est-à-dire qu'on a pensé les transports en commun en priorité pour le stéréotype du travailleur qui rentre dans la ville. Ouais. Et qui en sort bien sûr le soir. Donc oui, il y a plein de trucs comme ça qui sont... Donc c'est un livre que je conseille. Ouais. Et qui sont... et qu'on voit pas, quoi. Ok, donc, vous devenez parents. Toi, t'es en congé mat. Ouais. T'es toujours notaire. Ouais. À quel moment tu te casses? Pendant mon congé mat, en fait. Ok. Au départ, justement, je me suis dit, c'est impossible. Parce que, en fait, j'avais des horaires assez contraignantes. Et je me disais que c'était pas faisable pour moi de rentrer le soir après que ma fille soit couchée, d'à peine la voir, etc. Et donc, je suis pas retournée, en fait, travailler après au retour de mon congé mat. Ouais. Tu t'as dit, je me casse. Ouais. Comment ça se passe? T'étais salarié notaire? J'étais salariée, ouais. Ok. Et donc là, t'as juste posé ta dème et... Ouais, j'avais une très bonne relation avec mon employeur et les personnes qui travaillaient avec moi, etc. Donc, on a pu discuter de ma situation, ma vie privée, etc. Ils ont été adorables, très compréhensifs. Il n'y a pas eu de gros sujets ou de gros soucis. Et là, tu te dis, tiens, je suis jeune maman, j'ai un bébé dans les bras, je vais faire un podcast. Tout de suite? Non, en fait, j'ai vraiment, justement, pendant cet isolement de la maternité et du congé maternité, parce que très rapidement, moi, du coup, pendant ma grossesse, j'ai eu des contractions efficaces sur le col. Du coup, j'ai dû être arrêtée plus tôt. Okay. Et comme j'étais très active avant ça, j'étais, comme plein de gens, je bossais beaucoup. Donc, mon mec a eu peur que je m'ennuie. Il s'est dit, la pauvre, elle va se retrouver du jour au lendemain à la maison sans rien faire. Parce qu'en plus, c'est vrai que le congé maternité, quand tu n'as pas de bébé encore, une fois que tu as décoré la chambre, etc., bon, et sous Covid, hein. C'est-à-dire que tu peux pas aller faire une expo. Enfin, non, d'ailleurs, j'aurais pas trop pu, mais tu vois, faire un truc tout à côté, voir une copine ou quoi que ce soit. Pendant le Covid, il faut se resituer. Donc, du coup, il m'a offert la formation de Clémentine Gallet, Entreprendre un podcast. Oh, bah tiens donc, avec Mathieu? Ouais. Ah bah tiens donc, ok. Qui est top comme formation. Et il s'est dit, vu qu'elle adore les podcasts, etc., comme ça, elle va elle va pouvoir faire quelque chose et pas s'ennuyer à la maison, etc. Et ce sera chouette pour elle. Et donc, en fait, j'ai adoré et je me suis rendu compte que c'était faisable de lancer un podcast, etc. Et j'ai eu envie de penser ce projet et laisser une chance à ce projet. Et là, tu te dis, donc la formation, ça t'a pris combien de temps? Oh non, la formation, tu l'as fait de ton côté, tu vois, il n'y a pas d'examen à passer ou quoi que ce soit. C'est vraiment une formation à la maison avec plusieurs modules que tu peux piocher comme tu veux, y revenir. Quand ils font des captures d'écran, par exemple, pour apprendre à monter, tu peux toi le refaire quand tu veux, quand tu es à nouveau sur le logiciel, etc. etc. Mais il n'y a pas un temps spécifique. Tu peux aussi bien le faire en une journée qu'en 3 semaines. C'est toi qui décides. Et donc, tu fais ça, et là, tu te dis, allez, go, mon mec est musicien en plus, j'ai accès à un studio, studio dans lequel on enregistre, hein, et tu te dis, allez, go, j'y vais, je lance mon podcast. Et tu te lances sur les réseaux, sur les applis? Je me lance, je crée mon podcast, je me lance sur les plateformes d'écoute. Okay. Je suis pas très forte sur les réseaux, pour le coup. Donc, surtout sur les plateformes d'écoute. Et voilà. Et comment ça démarre? Tu te dis tout de suite que tu vas avoir des invités, que tu as envie d'échanger? C'est quoi Virage, en fait, tu vois? En fait, moi, de toute façon, dans ma vie, ça a toujours été une passion pour moi d'écouter les gens. En fait, même dans le notariat, c'était vraiment quelque chose que je recherchais. J'ai commencé le métier en droit de la famille, donc en succession, à vraiment recueillir des témoignages des gens, enfin des témoignages, l'histoire des gens, les accompagner dans des périodes qui n'étaient pas faciles. Et c'est quelque chose qui vraiment m'anime et me plaît beaucoup. Et le notariat a commencé à moins me plaire quand mon quotidien a moins ressemblé à ça et que c'était plus du coup de l'immobilier un peu plus en chaîne, on va dire, un peu plus à la chaîne et un peu moins d'humain et un peu plus de statistiques à tenir, etc., etc. Ça m'a moins plu. Et donc, je me suis dit que j'aimerais bien créer une sorte d'espace bienveillant, même si le terme est galvaudé et qu'on en a un peu marre. Mais moi, je trouve que c'est vrai et que ça fait du bien
surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, où en fait les gens pourraient venir se confier. Et donc au départ, c'était vraiment axé sur le changement de vie. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est venir discuter d'un changement de vie et j'avais hyper envie d'échanger avec d'autres gens parce que je me rendais compte que quand moi j'y pensais, il n'y avait pas forcément des témoignages qui pouvaient te donner un petit peu de courage, te dire c'est bon, tu vas y arriver, même si tu te plantes, c'est pas grave, tu vois, des choses comme ça. Donc j'ai commencé vraiment comme ça. Et puis après, j'ai eu aussi envie de faire des épisodes un peu plus engagés sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, comme par exemple les violences conjugales ou les adoptions illégales, les trafics d'êtres humains, comment se reconvertir quand on est une star de la pornographie et qu'on a envie de devenir infirmière en tant que femme, et comment on fait pour pour être crédible, parce T'as que fait malheureusement... ça? Ouais, C'était avec qui? Lisa Del Sierra. Ah ouais? Ouais. Ah ok, d'accord. Et du coup, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est comme ça que c'est venu, en fait, l'envie de vraiment donner la parole à plein de gens qu'on n'entend pas forcément... dont on n'entend pas forcément tout le temps le point de vue. Et comment tu les contactes, tous ces invités? Tu les connais? T'as déjà un réseau? T'as un immense carnet d'adresses? Non, pour le Comment ça se coup, passe? en général, donc ceux que je connais, les invités que je connais pas, que je vais trouver par exemple, parce que parfois il y a des histoires aussi que je vais trouver par exemple sur TikTok, où Ok. je trouve qu'il y a pas mal d'histoires très fortes Je suis d'accord avec ça. sur TikTok, même si voilà, il y a un peu de tout forcément, surtout pour à mon grand âge, pour chercher, c'est pas... Comment ça, t'es pas en train de danser sur C'est sur ça. TikTok, toi? Non, c'est ça. Et au départ, ça peut être un peu ouf, comment je vais trouver quelque chose là-dedans. Mais au final, il y a vraiment des histoires très fortes. Ouais, il y a des belles créations de contenu quand même sur Ouais. TikTok aussi. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est un réseau social qui est assez décrié pour le coup. Mais en fait, tu trouves vraiment des belles choses, des beaux témoignages. Il y a tout, bien sûr. Mais c'est ça, mais en fait, le truc de TikTok, c'est que du coup, toi, maintenant, ton algorithme, Oui. tu te connais, comme on dit. Moi, mon algorithme, il me propose Et soit des histoires... c'est vrai qu'il y a quand même des trucs débiles. Enfin, faut Ouais. pas se mentir, tu vois, il y a quand même des trucs bien débiles. Ouais, moi, mon algorithme, du coup... Et c'est ça, quoi. Mm. Alors qu'il y a aussi, en effet, mais comme sur toutes les plateformes, Oui, bien sûr. il y a de la création de contenu qui est franchement de qualité. Et il y a surtout des histoires qui sont incroyables. Oui, donc après, tu contactes les gens par soit les mails, soit veulent ou ils veulent pas. Au gaufre, quoi. Comme on dit. C'est ça. Je fais pareil. Ils veulent ou ils veulent pas après, et puis voilà. Et donc là, tu fais ça depuis? Là, je fais ça depuis, ça va faire 2 ans, mais là, du coup, ça fait un moment que j'ai pas alimenté, ça fait quelques mois que j'ai pas alimenté, puisque du coup, j'ai donné naissance à mon 2e enfant. Ouais. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour... en fait, au départ, je m'étais dit, je vais reprendre tout de suite, et en fait, je m'en suis pas sentie capable. Juste là, au moment où tu lances ton podcast, alors pour finir le point podcast, c'est quelque chose que tu as réussi à monétiser, que tu arrives à en vivre? Je ne l'ai pas encore lancé parce que du coup, quand je suis partie en congé maternité, je commençais à avoir les écoutes monétiser. suffisantes Ok. pour pouvoir intéresser des annonceurs, en gros, concrètement. Oui, oui, oui. Avant, ce n'était pas le cas, du coup. Ok. Ça a mis quelques temps à se mettre en place. C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Après, ça dépend toujours. Hein, Bien sûr, si tu pars, moi, c'est vrai que Ouais. de base, j'ai pas une communauté. Bah, Donc c'est ça. déjà, de base, c'est plus difficile. Et puis, ce que je comprends tout à fait, il y a beaucoup de podcasts, ce qui est génial. Et donc, les gens... Oui. Et puis après, tu as aussi les gens qui ont déjà une communauté et qui Bien lancent sûr. un podcast. Ouais, c'est ça. Et qui vont péter, Tout de suite. je sais pas, 500 000 écoutes en 2 mois. Tu vois. Bien sûr. C'est arrivé, quoi. Donc, Bien sûr. Ce qui est trop cool pour eux. ce qui est cool pour eux. Mais ce qui fait que tu n'as pas les mêmes problématiques, en fait. Bien sûr, exactement. Donc, Bien sûr. c'est la grosse différence, elle est là. Et pendant ce temps, ton enfant grandit. Comment ça se passe? Elle va à la crèche, elle va chez la nounou? Elle a une nounou, du coup, Ok. ce qui nous permet d'avoir une grande flexibilité, parce que moi, vraiment, ce que je voulais, c'était pouvoir m'en occuper au maximum, la voir au maximum, etc., etc. Et donc, c'était chouette, ça offrait plus, ça permettait de plus s'adapter. Et donc, là, vous trouvez un équilibre. Comment ça se passe à la maison? La charge mentale, le domestique et familial, papa musicien? Ouais. Ça a fait l'objet d'ajustements, du coup, c'est pas... On sent la notaire hein, quand tu réponds quand même. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'engueulade? Si, il y a eu des engueulades. Ça a fait l'objet d'ajustements. Non, il y a eu Non, bien on s'est sûr... engueulé, Oui, il y a eu des engueulades. En vrai, je trouve que c'est un vrai sujet, pour le coup, qui limite mériterait un épisode qui serait intéressant, parce que c'est pas évident pour un couple de devenir d'un coup un couple de parents, tu vois. C'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est que en fait, tout est
les cartes sont complètement rebattues en fait. C'est-à-dire que il y a d'un seul coup beaucoup de choses. Après ça, il y a aussi le côté de tout ce pourquoi tu milites, la société, qui fait qu'aujourd'hui, on se repose beaucoup sur les femmes au début. Je parle des professionnels de santé, des choses même qui sont choquantes et parfois au détriment des hommes. Quand on fait un rendez-vous médical à 2, enfin du coup à 3, les parents et le bébé, souvent on s'adresse qu'à la maman. Et donc, du coup, ton mec, ça l'a énervé. Il s'est dit, Non, on non, s'adresse pas à moi. non, ça Ou l'a est-ce pas. que ça l'a arrangé un petit peu Non, quand ça même? l'a pas arrangé. Il s'est pas énervé. Je pense que c'est juste que du coup, ce qui peut faire aussi, ce qui peut créer un petit peu des difficultés au début quand on devient parent, c'est qu'il n'y a pas forcément la mesure qui est prise de toutes les nouvelles choses qui sont à faire et ça demande une grande communication. Donc, communication que moi, de mon côté, j'ai pas forcément eu non plus. Mhm. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut faire et qu'on peut conseiller aussi à tous les gens qui vont devenir parents, c'est vraiment de dire les choses. Donc, c'est pas la charge mentale de t'avais qu'à demander, c'est pas ça. C'est plutôt vraiment de demander aux gens ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire dire, par exemple, bah, tu vois, regarde, le sérum Phi n'arrive pas dans le tiroir tout seul. Les couches non plus. Enfin, des choses comme ça. Ça paraît Oui, mais c'est ça. très bête. C'est ça qu'il faut. Mais en fait, je pense qu'il faut tout simplement, je sais plus qui fait ça, mais délègue une partie. Par exemple, dire, bah, toi, tu es responsable de ça, donc moi, je m'en occupe pas. Toi, tu es responsable de ça, donc moi, je m'en occupe pas de cette partie-là, etc. Et ça prend du temps, en fait, pour le mettre en place. Parce qu'aussi, il y a cette espèce de mythe sur le congé maternité où, bah, finalement, il sert à ça, à gérer... Ça devient la boniche. Voilà. Merci. Mais oui, un petit peu. Et comment vous avez réparti ça? Comment vous avez décidé, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça? Ben, en discutant davantage. Mais après, pour être 100% honnête, on travaille dessus tous les jours. Tu vois, on n'a pas encore trouvé un équilibre qui est 100% équilibré pour le moment. Mais pour autant, on est en route vers ça. Tu connais la matrice d'Eisenhower? Non. Moi, c'est un outil que j'utilise. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression vraiment de ne rien connaître à chaque fois que tu me demandes. Non, mais c'est des outils de management. Donc, Ah oui. donc Ouais. voilà. La matrice d'Eisenhower, imagine un graphique, tu vois, avec Mhm. un vertical, horizontal, abscisse ordonnée. Tu vas mettre ce qui est important, Mhm. d'accord, en haut, et ce qui est urgent à l'horizontale, d'accord. Et tu vas te retrouver avec 4 cadrans. Mhm. Ce qui est important et urgent, ça c'est à faire rapidement. Ce qui est important mais pas urgent, Mhm. ça c'est à planifier. Ce qui est pas important mais urgent, ça c'est à déléguer. Mhm. Et ce qui est pas important, pas urgent, à ne pas faire. Et moi, c'est un outil avec les gens que j'accompagne, avec lesquels que je transmets avec joie et sur lesquels qu'on utilise beaucoup. Bien entendu, tu peux utiliser sur différentes temporalités, sur différents sujets, sur plein de choses, sur une journée, une semaine, 3 mois, 1 an. Et si tu veux, ce qui va se passer, c'est que, bon, généralement, ce qui est urgent et important, tout le monde a compris qu'il fallait le faire tout de suite. Ouais. Le bébé a fait dans sa couche, c'est urgent et important, il faut le faire tout de suite. Là, quand je dis ça, si tu veux, les vraies difficultés, elles arrivent sur la répartition. Ouais. Dans le qui fait quoi, parce que généralement, les gens, et peu importe homme-femme, vont voir déléguer les choses qui sont importantes. Or, comme tu le vois, en fait, dans la matrice, c'est à planifier, c'est pas à déléguer. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand c'est important pour nous, on va vouloir déléguer parce qu'on a envie quand même que l'autre y mette son nez dedans, sauf qu'en fait, c'est que pour nous que c'est important. Mm. Et ce qui se passe régulièrement, c'est que même si on l'a délégué, si on a fait cette erreur, et bien comme c'est important pour nous, on va aller mettre son nez. Et là, on va s'engueuler. Donc autant accepter le fait que ça c'est important, mais juste pour moi en fait. Et donc je vais le planifier. Après, je peux être aidé dans la mise en œuvre et tout, mais je vais le planifier. Et en fait, ce qui va être moins important pour moi, et donc il y a forcément des choses qui sont moins importantes. Tout peut être important, mais il y a des choses moins importantes. C'est là que je vais pouvoir déléguer. En fait, c'est déléguer parce que je me sens capable de me dire, j'ai pas besoin de mettre mon nez dedans, quoi. Donc ça, c'est là où la communication est hyper importante. C'est-à-dire se poser avec son mec, ou avec sa femme, enfin avec le coparent, le coparent. et se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et moi, c'est quand même hyper important que l'enfant, il mange, tu vois, à la diversification, qu'il ait toujours des repas maison, machin et tout. Ok, très bien, écoute, prends le truc, tu vois. Mm. Prends le truc, fais les courses. Tu pourras peut-être pas cuisiner tout le temps, mais peut-être faire un peu de batch cooking, enfin voilà, des trucs juste à Ouais, réchauffer. Et communiquer là-dessus. Et le point qui va poser aussi beaucoup de problèmes, c'est le 4e cadran. C'est-à-dire, ce n'est ni important, ni urgent, je vais juste pas le faire. Ça peut faire flipper aussi. Tu vois. Ouais. Être capable de se dire, Je vais pas ranger, par exemple. ouais, j'ai pas rangé aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu vois, j'ai pas rangé aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, quand je vois ça, est-ce que c'est urgent et important? Mm.
Ça, on apprend au fur et à Tu vois, mesure. pour pouvoir le ranger dans une case et Ouais, dire... bien sûr. En fait, moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est le linge. Ouais. Quand on me demande un exemple très pratique. Le linge, t'es à jour zéro de ta machine, il est rangé, plié, ce que tu veux. Alors pour les gens qui repasser. Hein. Ouais. Moi, j'ai arrêté. Mm. Il est rangé, plié. Imaginons sur 2 semaines, une semaine, t'es à... c'est ni important ni urgent, rien à faire avec le linge. Ouais. Le lendemain, bon, un jour, 2 jours, il y a un petit peu le linge sale, machin. C'est toujours pas important, urgent. Il y a d'autres choses qui sont dans les cadres, Ouais. dans les autres cases. Et enfin, tu vois que là, il va peut-être y avoir une machine, tu vois, qui va 3-4 jours, il y a peut-être une machine, je sais pas, qui va arriver. Et là, tu vas te dire, tiens, ça va peut-être falloir planifier. C'est toujours pas important, mais il va peut-être falloir s'en occuper. Donc là, je vais peut-être déléguer. Je vais peut-être dire à un mec, tiens, tu pourras lancer la machine, s'il te plaît, là. Il faudrait qu'elle soit lancée d'ici ce soir ou demain, tu vois. Après, il le fait, tant mieux. Il le fait pas, bon, ben voilà. Et là, après, en fait, au moment où ça devient important pour toi, et c'est là où doit y avoir de la communication. Ouais. C'est là où toi tu vas le planifier. Tu vas dire, moi, ce soir je le fais ou demain je le fais. Par contre, bon, partons du principe que le mec est de bonne volonté, hein, qu'il n'a pas fait parce qu'il y a eu une urgence, parce que bébé était malade, j'en sais rien. Voilà. Là, tu vas pouvoir, toi, en fait, le planifier, dire, je vais m'en occuper. Et bien entendu, si personne n'a eu le temps et si c'est l'orgie, bon, ben là, ça devient important, urgent, il faut le faire très très vite. Ouais. Tu vois, donc en fait, une même tâche, elle peut très bien passer tous les cadrans. Et selon la temporalité, selon l'état d'importance. En fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est surtout que ça te permet de savoir comment te prioriser, quoi. Ouais. Et ça aide. Bien sûr. Parce que prioriser, c'est essentiel. Je pense que tu as raison, c'est un outil qui doit beaucoup aider le quotidien des jeunes parents en plus. Et même à l'année, si tu veux. Ouais. C'est quand la rentrée des classes, quand est-ce qu'il faut faire des trucs. Les vaccins, exactement. Les choses. Donc, les choses comme ça. exactement, les vaccins aussi, tu vois, quand tu prends le carnet de santé, tu peux faire un classement. Nous, c'est ce qu'on avait fait avec ma compagne. Tu peux faire un classement avec la matrice d'Eisenhower. Voilà, vous irez chercher matrice d'Eisenhower sur Internet. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Revenons à nos moutons après cette petite parenthèse management familial. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, ce qui est hyper important et parfois frustrant aussi pour les jeunes mamans, c'est vraiment le dad blessing, mum shaming. C'est-à-dire le fait de sans cesse féliciter les papas quand ils font un truc qui est vraiment normal et anodin. Et au contraire, toujours chercher la petite bête quand c'est les mamans. Et aussi, vraiment, les sondages parlent tout seuls, etc. Et par exemple, souvent, on va se féliciter de voir un papa chez le pédiatre, un rendez-vous médical. Mais qui a pris le rendez-vous la plupart du temps? Bah oui. La plupart du temps, c'est la femme qui a pris le rendez-vous, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses qui doivent bouger parce qu'en fait, c'est ça la charge mentale qui peut fatiguer parfois, c'est qu'on a l'impression qu'on ne se repose plus jamais le cerveau quand on a des enfants. On est tout le temps en train d'anticiper, de penser à l'après, etc., etc. Et tu l'as vécu, ça? Ah oui, ça, moi, je l'ai vécu. Et comment vous en êtes sortis, si vous en êtes sortis? En communiquant beaucoup, mais je pense que c'est aussi parce que c'est pas facile de comprendre ce que c'est, et c'est pour ça qu'il faudrait changer les choses, parce que en fait, parfois, il n'y a pas de mauvaise intention ou volonté, mais tant qu'on ne s'est pas retrouvé du matin au soir avec un tout petit bébé tout seul, sans avoir quelqu'un à qui on peut dire ah bah tiens, mince, regarde, qu'est-ce que t'en penses, tu penses que c'est des coliques ou tu penses que c'est ça, et vraiment d'être seul à bord, bah, on peut pas vraiment se rendre compte de ce que vit l'autre. Et du coup, parfois, on peut créer des tensions parce qu'on peut proposer des solutions qui sont à côté de la plaque, quoi. Comme? Bah, je sais pas, quelqu'un dans mon entourage m'a dit que son mec lui avait suggéré de, pour relâcher la pression, faire du yoga pendant que son fils était dans le relax. Donc c'est vrai que quand on a déjà pris en charge un bébé du matin au soir, c'est hilarant. Mais c'est juste à mettre sur ta to-do list, voyons. C'est ça, pour pouvoir un petit peu relâcher la pression. Ça partait d'un bon sentiment. Ou je sais pas, moi une fois j'étais au bout du rouleau et j'envoie un message à mon mec pour lui dire je vais sortir sous la pluie avec mon parapluie pour endormir dans le porte-bébé. Et il me dit bah sinon fais-le à la maison. You think? Mais du coup, à ce moment-là, c'était vraiment le mouvement, le bruit ambiant, etc., etc. S'il suffisait de le faire dans en fait, je suis en train de t'imaginer sous la douche avec ton parapluie pour avoir le bruit blanc. Tu vois. C'est ça, je ne serais pas sortie, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Et en fait, tant que tu ne l'as pas expérimenté, donc toi, tu le reçois, tu as envie de gifler la personne parce que tu te dis, il est à 1000 lieues de s'imaginer ce que je vis. Ça, en même temps,
c'est plus général. C'est la société qui fait qu'ils l'ont pas vécu et que donc du coup, ils sont finalement toujours que des copilotes jusqu'à hyper longtemps, quoi. Et du coup, à un moment, vous décidez d'en faire un deuxième. C'est décidé, C'est décidé, ouais. c'est voulu, C'est voulu. travaillé. Ok. Ouais. Et là, ça vient, Ça vient rapidement aussi. ouais. Ok. Mm. 2 cycles encore? Ouais, 2 cycles. Sérieux? Ouais. Eh ben, dis donc, bien joué. Merci au chirurgien qui m'a opéré. Ah oui, il a été efficace. Ouais. Et là, par contre, du coup, la grossesse, c'est pareil, ça se passe bien. La grossesse, à peu près pareil. Malade moins longtemps, un peu moins de choses, un peu moins d'effets secondaires la deuxième fois, mais quand même, forcément, ce dont on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure, pas pareil quand tu as un enfant à gérer quand tu es enceinte ou quand tu as juste te reposer et à gérer ta grossesse. C'est forcément plus intense, une deuxième grossesse, je pense, par rapport à une première grossesse. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus compliqué? Ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'était de devoir parfois vraiment assurer. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'est arrivé d'être toute seule avec ma fille des week-ends entiers parce que mon mec était en déplacement pour le boulot, par exemple, et on n'a pas de famille vraiment à proximité. Enfin, il y a ma sœur qui m'aide beaucoup, mais voilà, pas. Elle bosse et tout, tu vois, donc c'est pas toujours possible tout le temps. Mais sinon, je trouvais que c'était dur, par exemple, de devoir gérer une petite fille qui était encore petite, donc qui était dans un moment où tu peux pas trop lâcher l'hypervigilance parce que il peut tout se passer. Et donc, par exemple, te retrouver à être malade dans la salle de bain, un petit peu à en même temps divertir ta fille que tu dois garder à l'œil, quoi, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça dur. Elle a quel âge ta fille à ce moment-là exactement? Ils ont 2 ans et demi d'écart, donc c'était mon premier trimestre. Donc du coup, elle avait... 2 ans, un petit peu avant 2 ans. Ouais, un petit peu avant 2 ans. Donc très en demande, ce qui est tout à fait normal. Et voilà. Maman, la tête dans la cuvette, elle revient. C'est ça. En expliquant, tu vois, on est pour qu'elle s'inquiète pas, évidemment. Mais bon, à cet âge-là, de toute façon, il s'inquiète pas du tout. C'est positif, ça. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça sport. De voir parfois quand tu es fatigué, un peu diminué, etc. Bah forcément, il faut quand même que ton enfant mange, joue, Et ouais. etc., etc. Tu vois. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça dur. Et l'accouchement? L'accouchement, j'ai trouvé ça difficile parce que mon deuxième accouchement s'est pas bien passé. C'est-à-dire que, alors que j'étais... T'es au même endroit? Ouais, c'était au même endroit. Ok. Mais voilà, 2 accouchements complètement différents, puisque là, normalement, pour un deuxième, ça se passe bien, ça va plus vite, etc. Et là, j'ai fini en césarienne d'urgence alors que j'étais à dilatation complète et que, je me disais, super, dans 1 heure, il est là. Et puis, en fait, ça s'est fini en césarienne d'urgence, Ok. ce qui a aussi bouleversé les choses par rapport à ma fille, parce que je l'avais super bien préparée au séjour à la maternité, etc. Et au fait qu'elle allait rester avec son papa pendant cette période du séjour à la maternité. Et en fait, ça a été difficile pour moi. Tu vois, j'ai eu une hémorragie, pas mal de petits soucis pendant l'accouchement du fait de l'urgence, qui ont fait que j'ai eu besoin d'avoir mon mec avec moi pendant mon séjour à la maternité pour en fait tout simplement porter le bébé, pour me l'amener, le mettre au sein, etc. Je pouvais pas être toute seule au début. Et donc en fait, lui, évidemment, se partageait dans le sens où après, mes parents venaient me voir et lui partait vers 16h pour l'emmener au parc, histoire de passer quand même du temps avec elle pour que du jour au lendemain, elle ne se retrouve pas J'ai plus de parents. sans voir ses parents, alors qu'on ne lui avait pas dit du coup, parce que Ouais. forcément, on ne l'avait pas prévu. Donc ça, premier truc que j'ai trouvé très dur, pour le coup, parce que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de pas réussir à bien préparer ma fille, en fait, qu'on se prend dans la figure, qu'en fait, on ne peut pas tout anticiper tout le temps, et que parfois, malheureusement, même si on aimerait les protéger de tout, ils doivent... C'était dur ça pour toi de pas avoir pu contrôler tout ça? Ouais, ça a été dur pour moi de ne pas avoir Ok. pu contrôler pour ça, parce que tu vois, j'avais vraiment... moi, je suis très, très proche de ma fille. J'ai une relation très forte avec elle. J'adore être avec elle au maximum. Et j'avais par exemple préparé les choses, où je lui avais fait une petite attention par jour pendant mon séjour à la maternité, tu vois, pour qu'elle puisse penser à moi, parce qu'on avait choisi qu'elle ne vienne pas à la maternité, parce que comme elle était petite, je trouvais que c'était très difficile pour elle de repartir en me voyant rester avec son petit frère. Du coup, j'avais pas envie qu'elle vive ça. Donc je me disais que comme elle avait pas la notion du temps à son âge, c'était plus simple de lui prévoir à la maison un super programme avec ses grands-parents, avec son papa, etc. Et qu'on se parle au téléphone et qu'elle vienne à la maternité, mais pour nous chercher.
Et ça, c'est à toi de le gérer. Oui, c'est moi qui ai préparé toutes ces petites attentions, etc. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que c'était important que ce soit toi qui t'en occupes? Peut-être que inconsciemment, donc j'en sais rien, je me disais pour qu'elle n'ait pas l'impression que je l'abandonne, comme moi je me disais que je voulais vraiment que ce soit des choses où elle sente que c'était pensé par moi, puisqu'elle allait, tu vois, être du coup avec son papa, qu'elle puisse ressentir que je pensais à elle aussi et que j'étais là aussi, même si j'étais pas là physiquement, sûrement, sur les petites Et sans ça, attentions. c'était pas... Si, bien sûr que c'était le cas sans ça. Mais tu sais, quand tu es proche d'accoucher, etc., tu as beaucoup d'appréhension sur le fait que ça va... comment va réagir ton premier enfant, je trouve. Du coup, moi, j'avais beaucoup cette peur-là. J'avais peur qu'elle ait l'impression de perdre sa place ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai essayé de mettre beaucoup d'énergie dans le fait qu'elle ne le vive pas comme ça. Mais elle t'avait exprimé quelque chose? Pas du tout. Juste D'accord. vraiment... mais bon, tu sais ce que c'est un enfant à cet âge-là. C'est quand même très petit, 2 ans et demi d'écart. Donc, quand tu parles à 2 ans, certes, ils comprennent pas ce qui va leur tomber dessus avant que ça tombe. Donc, elle était trop contente à l'idée d'avoir un petit frère. Je lui parlais beaucoup du fait que j'allais aller à la maternité pour l'accueillir, etc. Mais Moi, je me demande qui avait peur, oui, c'est sûr. tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, mais moi, complètement. Mais après, c'est pas grave, tu vois. Oui, C'est-à-dire, bien c'est juste sûr. quelque chose à regarder en face, tu vois. Ouais, mais complètement, t'as À raison. voir. Et après, peut-être à réfléchir de pourquoi j'ai projeté ça sur mon enfant, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, bien sûr. Mais T'as raison. il y a un truc, tu vois. Mais peut-être aussi parce que, tu vois, par exemple, moi, je suis la grande sœur. Donc, du coup, mes parents m'avaient expliqué que ça avait été difficile pour moi à l'arrivée de ma petite sœur. On a 3 ans d'écart, tu vois. Donc, peut-être que je me suis dit, si ça a été si dur pour moi, je vais essayer que ce soit moins dur pour elle. Mais en même temps, on peut pas leur empêcher d'avoir des émotions et c'est chouette qu'ils en aient, c'est chouette de les accompagner. Le but n'a jamais été de contrôler ses émotions, ça a vraiment été d'essayer d'adoucir la parole le plus possible pour elle. Essayer de déblayer le chemin. Ouais, essayer. Comme un chasse-neige. Ouais, comme un chasse-neige. C'est vrai que j'essaie de faire ça avec mes enfants. Ok. Et ça marche rarement. Spoiler Bah alert. oui. J'ai publié sur Instagram un post où c'est la parole d'une enfant de 10 ans Ouais, qui parle des parents chasse-neige. ouais, Je te laisse aller, ouais. aller regarder. Non, mais c'est intéressant. Je sais pas si tu as écouté mon épisode avec Peter Gray. Sur le jeu Ouais. libre. Ouais. Ouais. Et le fait de, tu vois, de laisser les enfants et tout. Ah, mais ça, je le fais par Et, contre. ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te détacher à des moments comme ça pour le jeu? Est-ce que c'est parce que c'est toi finalement qui chapeaute quand même le truc et qui est là, disponible? Ah non, en fait, pour le coup, alors j'ai pas de problème. Enfin, peut-être je me suis mal exprimée. C'est plus le fait que j'ai voulu vraiment entourer ma fille vraiment d'amour dans une période qui, malgré tout, quoi qu'on en dise, est difficile pour l'aîné. Globalement, enfin, je trouve que c'est une période qui est pas simple. Ok. Tu vois. De ton souvenir? Non, pas de mon souvenir, parce que je m'en souviens pas, D'accord. moi. Mais je l'ai vu autour de moi sur des amis dont les enfants avaient à peu près cet écart-là, etc. Ok. Et c'est un écart qui peut être compliqué. On échangeait aussi par rapport à ça, parce que les enfants sont à la fois, entre guillemets, trop grands pour pas se souvenir d'avoir eu l'exclusivité de leurs parents, mais pas assez grands pour comprendre que par moment, la différence d'âge nécessite un traitement un peu différent. Et justement, comment est-ce que vous avez... Donc c'est un choix, cette différence d'âge. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Comme je te disais tout à l'heure, il y a à la fois un choix et une absence de choix, puisque de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu trop faire traîner l'écart. Et après, moi, dans le choix, clairement, j'avais pas envie de sortir la tête de l'eau pour la replonger. J'étais bien de rester là, comme ça, sous la C'est flotte, en train de me noyer. C'est ça. Je me suis dit, non, pourquoi reprendre son souffle? Non, mais en réalité, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve que on prépare pas assez les mamans à l'arrivée du deuxième et à l'éloignement que ça va créer avec notre aîné. Qu'on le veuille ou non. Par exemple, quand on allait, nécessairement, un nouveau-né, il a besoin de nous énormément, ce qui est tout à fait logique et normal. Et donc, moi, pour la première fois, je me suis retrouvée à devoir accepter de pas accompagner ma fille à certains événements hyper importants, tu vois, ou de pas aller avec elle au parc ou tu vois, des choses comme ça où j'avais envie d'aller et où elle avait envie que j'aille. Et ça, c'est difficile pour la première fois de te retrouver à dire à ton enfant bah oui, t'as super envie que je vienne avec toi faire cette activité, mais je peux pas. Ton enfant qui a 2 ans et demi. Ton enfant qui a 2 ans et demi. Mais oui, il y a bien sûr qu'à 2 ans et demi, c'est beaucoup plus compliqué pour comprendre pourquoi maman vient pas. Pour que maman reste avec. Voilà. Et puis, mais du coup, comment est-ce qu'elle y va au parc?
Avec son papa. Et avec papa, c'est pas... Si, bien sûr. C'est vraiment toi qu'elle veut ou... Non, elle est Non, mais très ça arrive contente. aussi, tu vois. Ouais, non, alors elle est contente d'aller au parc avec son papa. Mais c'est vrai que ce sentiment de faire 2 groupes que tu connaissais pas avant est parfois très dur à vivre pour Pour toi, la femme. Ouais. tu culpabilises? Ouais, tu culpabilises, je trouve. Parce que, tu vois, par exemple, culpabilité maximale, ma fille s'est fait mal à la rentrée. Elle a eu besoin d'avoir des points de suture. Et j'ai pas pu l'accompagner. Culpabilité maximale de me dire que du coup, alors qu'elle était avec son papa, parfaitement en sécurité, mais tu vois, j'aurais voulu qu'on puisse être tous les deux avec elle. Mais je sais que c'est impossible. Dès lors que tu as plusieurs enfants, bah, il faut nécessairement avoir un parent avec chaque enfant, ce qui est logique et normal. Mais ça a été très dur pour moi, du coup. Et donc il y a quelque chose de pas logique derrière. Oui, Tu vois? ouais, il y a quelque chose de pas logique. Mais effectivement, tu as raison, ça doit être un truc que moi, je dois gérer. Mais justement, ça devient d'où cette culpabilité sur un sujet où, très logiquement, vous prenez la meilleure décision disponible. Dans ma question, il y a zéro critique Bien sur le fait de sûr. ressentir cette Ouais, culpabilité. je Ce comprends. que j'interroge vraiment, c'est d'où est-ce qu'elle vient, tu vois. Ouais, et ben je sais pas, ce côté peut-être, voilà, vouloir être là pour mes enfants au maximum quand ils ont besoin, tu vois, vraiment leur renvoyer ce message, mais je sais pas d'où. Pour autant, je sais qu'elle était parfaitement bien avec son papa et que, enfin voilà, c'était géré comme si j'étais là, tu vois. Il y a pas de sujet là-dessus. C'est pas que je me disais qu'elle était moins bien soignée que si j'avais été là, pas du tout. Mais j'aurais voulu être là aussi, tu vois. Et puis aussi, après, il y a le fait que voilà, j'avais un bébé de 2 mois. Je pense que tu es encore un peu dans le truc et c'est trop, tu vois. Toi, tu es encore un petit peu vraiment dans le dur de ton postpartum, de ta vulnérabilité post-accouchement parce que tu n'as pas vécu quelque chose d'anodin. Tu vois, quel que soit l'accouchement que tu aies vécu et l'arrivée d'un enfant, c'est toujours un bouleversement, que ce soit physique ou émotionnel. Et donc, je pense que c'était hyper frais pour moi et que du coup, j'ai mal vécu que ma petite fille se soit fait mal, quoi. Mais je sais qu'elle va se faire mal plein de fois, tu vois. Mais j'aurais voulu être avec elle. Elle en a dit quoi? Ah bah, tu sais, elle en a rien dit. Enfin, Ok. c'était pas un problème pour elle. Elle a même pas tellement réalisé que j'étais pas là, Mais ouais. tu vois. C'était Et quand c'est l'inverse, ton mec, il culpabilise? non, D'accord. non, vraiment pas pour le coup. Peut-être un truc à partager. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Dans des moments comme ça, tu dis que t'es une mauvaise mère? Je me dis pas que je suis une mauvaise mère dans ces moments-là. Bien sûr, il m'arrive de penser que je suis une mauvaise mère, comme je Quand? pense toutes les mères du monde. Je sais pas, tu vois, quand je vais rencontrer, par exemple, parfois, c'est humain, on va se comparer, pas se comparer, le terme est mal choisi, mais on va observer que pour d'autres personnes autour de nous, tout est fluide et simple. Et pour nous, pas du tout. Et tu sais, parfois, tu as l'impression d'être un peu sous la vague, de faire difficilement surface et de croiser que des gens qui survolent le truc. Tu vois? Et te dire, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que j'y arrive pas sur tel sujet, tu vois? Mais il y en a d'autres qui y arrivent. Bien sûr, il y a d'autres où tu y arrives et globalement, on est très dur avec nous-mêmes, je pense. T'es dur sur quoi, toi? Avec toi-même? Moi, je suis très dure avec moi-même parce que de toute façon, quand je me lance dans quelque chose, en général, je me lance à corps perdu dans tout. Je suis voilà, je lâche difficilement prise. Tu vois, c'est arrivé très tard dans ma maternité que je me dise, par exemple, parfois, si le week-end t'es fatigué, tu vas au parc qu'une fois, c'est pas grave. Si le matin, on fait une activité à l'intérieur et que on n'est pas forcément au taquet, surtout le rythme du début où il y a plusieurs siestes, qui est un rythme quand même assez exigeant. Finalement, tes journées, c'est un peu la course et une succession de choses à faire. Donc, ça m'est arrivé assez tard de me dire, c'est pas grave. Si tu n'y arrives pas à le faire rentrer, ton enfant sera quand même très heureux, tu vois, si c'est ça. Mais c'est un peu ce désir de vouloir apporter sans cesse le maximum et donner au maximum. Parfois, c'est sûr, en s'oubliant un peu. T'as le sentiment de t'oublier quand même? Dans certaines tranches de vie, ouais, quand même. Si tu te regardais là, dans ces moments-là, quand tu vois, je sais pas, imagine, repense à cette situation où tu t'es dit que t'allais te comparer, où tu te comparais à quelqu'un, où tu disais putain, je suis nul, quoi, j'y arrive pas, tu vois. Mhm. Imagine, est-ce que tu revois des situations comme ça dans ta tête, t'en as une ou pas? Ouais, j'en ai. Qu'est-ce que t'auras envie de te dire? Bah, tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux Ok. et c'est déjà cool. Et tu penses que tu t'écouterais? Oui, mais parfois... Ça suffirait à te dire, tu fais de ton mieux, et tu diras, bah oui, c'est vrai, je fais de mon mieux. Non, c'est plus... Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment te dire alors? Eh ben, je sais pas. Quel conseil tu te donnerais pour t'aider justement?
de faire confiance, de te faire confiance, de faire confiance à tes enfants, de faire confiance, de se faire confiance. Et comment on fait? Je pense qu'on prend un pas de recul et on souffle un peu. Donc, tu te dirais peut-être justement de souffler, d'aller boire un coup, Ouais. de l'eau. Hein. Ouais. Ou un petit cappuccino. Oui, voilà, comme vous voulez. Mais... Et tu penses que ça peut vraiment aider? Ou c'est un truc... Honnêtement, je pense que ça peut quand même vachement aider parce que par moment, quand on a des enfants en bas âge à gérer, c'est vrai que j'avais la conversation avec une amie il n'y a pas très longtemps. En fait, on est sans cesse dans le soin de l'autre. Et parfois, et je trouve que c'est d'autant vrai avec un deuxième postpartum, tu me diras si ta compagne ressent ça à l'arrivée de votre deuxième enfant, personne prend soin de toi. Dans le sens où il y a tellement à faire entre l'aîné qui a des besoins très importants, tu vois, selon les âges, etc. Selon l'âge, par exemple, tu vois, moi, ma fille 2 ans et demi, voilà, il y avait quand même d'importants besoins. Et du coup, toi, tu te retrouves vite vraiment à te mettre tout en bas de la pile des choses à faire. Et aussi, tu peux très facilement t'épuiser parce que quand le bébé dort, tu veux passer du temps avec l'aîné pour justement pouvoir continuer à créer un lien, etc. Et donc, tu te retrouves vite à te dire, attends, mais ça fait combien de jours que j'ai pas dormi, là, du coup, en faisant ça? Et c'est pas facile. Et parfois, je pense qu'il faut accepter qu'il y a certains jours où on pourra pas être à 50-50. Et ça, c'est très dur à accepter entre Ah ses ouais? enfants. Tu trouves que c'est... Je trouve que c'est très dur à accepter pour moi. Non, mais je veux dire, à la base, tu disais que ça allait être 50-50? Je me disais pas du tout que ça allait être 50-50, Ok. mais je me disais que j'allais réussir à être... En fait, je pense que je me rendais pas compte du fait que parfois, j'allais pouvoir me coucher en n'étant pas contente du temps passé avec mon aîné. Tu vois, en me disant, quand même, je l'ai pas assez vu aujourd'hui. Et c'est quoi pas assez? Ça aurait été quoi assez voir? C'est quoi pas assez? Bah, c'est partager un moment vraiment hyper privilégié avec elle. Alors au début, du coup, tu as un petit peu tu vis un petit peu un monde idyllique parce qu'au tout début, ton bébé, il dort beaucoup. Mhm. Donc, tu peux quand même faire des activités sans être interrompu. Et puis, dès que cette période s'arrête, en tout cas, c'est le cas, c'est pas forcément facile pour l'aîné. Parce que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est pas forcément la réalité de tout le monde. Mais du coup, d'avoir l'activité qui est interrompue, eh bien, elle le vit pas bien. Tu vois, d'un seul coup, elle prend conscience que ce bébé, en fait, il me prend ma maman. Alors que c'était pas une conscience. C'est comme ça qu'elle te le dit? Ouais, c'est comme ça qu'elle le dit. Ah ouais? Elle le dit pas comme ça. Elle dit pas qu'il prend sa maman, mais elle dit, elle pose des questions en demandant pourquoi. Par exemple, tu vois, moi j'ai eu une césarienne, donc après j'ai pas pu la porter pendant assez longtemps. Après, pendant 2 mois, tu vois, après mon Ouais, opération. ok. Alors que lui, je pouvais le porter forcément, puisqu'ils Ok. n'avaient pas le même poids, ce qui est tout à fait logique. Mais elle posait beaucoup de questions là-dessus. Mais tu me dis que tu peux pas me porter, mais par contre tu peux le porter, donc pourquoi? Donc il faut beaucoup expliquer. Et voilà, et parfois forcément tu as moins la ressource. Et elle te dit qu'elle t'en veut? Non, mais qu'elle est en colère. Et toi, du coup, tu t'en veux? Ouais, et on parle beaucoup, j'accepte d'échanger avec elle, mais ouais, il m'est arrivé de culpabiliser. Et là, pour l'instant, du coup, t'es bien sous l'eau ou... Oui, je suis bien sous l'eau. J'ai pas du tout sorti la tête de l'eau pour être Et c'est quelque chose qui te clairement convient? honnête. Pas du tout. Pas du tout. Et là, je suis vraiment engloutie par la vague. Faut que tu C'est-à-dire m'expliques, que là. vraiment, je voudrais que s'il y a des auditrices surtout, des auditeurs aussi peut-être, mais vraiment des auditrices surtout, qui ont à peu près le même écart d'âge et qui peuvent me dire quand est-ce qu'on sort à peu près la tête de l'eau, je voudrais savoir. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir sortir la tête de l'eau pour le moment. Et ton mec, il en pense quoi de ça? Il te voit la tête sous l'eau? Ah oui, mais lui aussi, il a la tête sous l'eau. D'accord. Ouais. Ah, au moins, vous avez tous les deux la tête sous l'eau. Ouais. Ça, c'est le truc. Ouais. Donc là, t'as besoin d'aide. Besoin d'aide, non, ça va, tu vois. Mais Ça va, mais je me noie. non, mais tu vois, je pense que c'est un passage obligé, en fait, mais dont on parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait t'aider concrètement? Si demain, je sais pas, si demain tu te retrouves dans la situation avec, tu vois, tu fais appel à l'auditoire, avec justement d'autres parents, d'autres mamans qui sont dans la même situation et qui tu peux échanger, passer du temps. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient aider? Ouais, complètement. Et puis aussi peut-être savoir, par exemple, parfois je trouve avoir une idée relativement vague de combien de temps ça prend. C'est que ça s'arrête. Non, mais 25 ans, madame. non, mais dans le sens où tu vois, par exemple, je trouve quand même que après, quand tu peux, j'imagine, un peu mieux les caler l'un sur l'autre, c'est un peu plus facile.
Parce que moi, j'ai vraiment 2 enfants avec 2 rythmes diamétralement opposés, des besoins qui sont diamétralement opposés. Et c'est ça que je trouve très difficile, en fait. Et c'est en ça que je te trouve très courageux. Parce que, tu vois, j'ai l'espoir de me dire que je vais avoir une grosse année difficile. Et que peut-être après, alors peut-être qu'il y a des gens qui sont morts de rire en m'écoutant, qui se disent, ma pauvre, elle pense Tu sais pas dans quoi t'as mis les pieds. elle pense qu'elle est 1 an dans le dur. Elle part pour 3. Non, mais tu vois, peut-être que je me dis, même si on sait que les 3 premières années sont difficiles, mais déjà rien que pouvoir synchroniser un peu les couchers, ce serait plus simple. Je pense que tu peux tabler sur plus d'1 an. Plus d'1 an, tu penses? Alors, des amis que j'ai autour de moi qui sont dans cette situation et les témoignages que j'ai déjà recueillis, ouais. Vaut mieux que tu te prépares à plus. Ouais. Au pire, tu auras une bonne surprise. Ouais, bien sûr. Et ils te disent combien, tes amis? Moi, alors, j'ai un couple d'amis qui m'ont carrément dit, nous, on savait qu'on a un chier pendant 5 ans. Ouais. En tout? En gros. En fait, à partir du moment où il y a au moins le premier qui a l'âge de raison, tu vois. Non, attends. 5 ans à l'arrivée du deuxième? Ouais, 5 ans à l'arrivée du deuxième. Non, ça je refuse. Je te dis ce que eux m'ont dit. Ça, je refuse de le croire. J'ai rien entendu. Et il se trouve d'ailleurs que leur aîné va avoir 7 ans et que on constate qu'il y a quand même une vraie bascule à ce moment-là. D'accord. Sur la tolérance, parce que là, tu vois, ça fait maintenant, il a quel âge le plus jeune? Il doit avoir 4 ans. Ils sont à 2 ans et demi d'écart aussi. Et c'est vrai que, tu vois, il y a encore 1 an ou 2, quoi. C'était vraiment dur dans le contrôle des émotions et tout. Sauf que là, en fait, c'est dur dans le contrôle des émotions avec 2 enfants qui sont capables de marcher, courir et de se taper. Et ça, c'était chaud. Donc voilà. Mais au moins, tu vois, le deuxième est en capacité de répondre. Ouais. Il n'y a pas le côté unilatéral de... Écoute, moi, j'ai fait un petit ring. Je les laisse dedans et je leur dis, débrouillez-vous. Gérer cette crise. Celui qui gagne, il regardera son dessin animé préféré. C'est ça. La parentalité, c'est facile. Faut juste construire un petit ring. Mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Quand les disputes sont pas hors de contrôle, quand la dispute a lieu avec un nouveau-né, c'est chaud. Enfin, c'est très chaud. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est chaud. Mais je pense aussi, tu vois, que les Kardashians jouent. Écoute, on a fait l'appel à l'auditoire. On verra si on a une réponse. Ouais. Je rappelle d'ailleurs à l'auditoire que vous pouvez réagir aux épisodes sur SpeakPipe, la plateforme qui vous permet de laisser un audio. Vous avez le lien en description de l'épisode. N'hésitez pas. Du coup, si vous avez des tips, l'épisode, là, on enregistre, on est au mois de novembre. L'épisode sortira début 2024. Voilà, je pense qu'elle sera encore bien la tête sous l'eau. Hein, donc, n'hésitez pas, au moins envoyer un tuba, quelque chose, ça serait cool, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Pauline d'il y a 3 ans, juste avant qu'elle devienne mère, ou tu vois, ou juste en sortant de cette opération qui va tout changer quand même? Que ça va être un voyage incroyable, comme tous les voyages. Parfois, il y a quelques petites turbulences dans le voyage, mais que c'est une magnifique rencontre de soi aussi, que c'est des sentiments qu'on ne peut pas imaginer. C'est aussi très difficile par moments. Je trouve que c'est important de le dire et qu'on ne le dit pas assez. Et aussi, un petit conseil pour les gens, je trouve, prenez des nouvelles des femmes en postpartum, mais aussi dans le deuxième postpartum. Parce que moi, j'ai remarqué que on prenait beaucoup moins de nouvelles des femmes quand elles accueillent leur deuxième enfant, un peu en se disant « elle sait ce que c'est, donc elle a un peu moins besoin ». Alors que non, on a vraiment besoin. Un tuba. Un tuba. Non, mais un petit truc tout bête, mais prendre de nouvelles. Les professionnels de santé le font davantage et je trouve ça formidable de pas seulement demander au bébé des nouvelles du bébé, etc. et de demander parfois « et vous, comment ça va ?» C'est idiot, mais ça fait vraiment, vraiment du bien de sentir qu'on n'est pas invisible du jour au lendemain. Et aussi un conseil pour les coparents, c'est partir du principe que c'est la personne qui reste à la maison avec le bébé qui a le quotidien le plus intense. Et du coup, de vraiment être dans la dynamique, de se dire que quand on rentre à la maison, c'est pas nous qui devons nous reposer de la journée de boulot, c'est vraiment l'heure de soulager la personne qui restait à la maison avec le bébé. Tu trouves pas? J'ai un point de vue différent. Ouais. Moi, je raisonne toujours en énergie. Ouais. Et je pense que quand tu es la personne, homme ou femme, qui a passé du temps à l'extérieur, bien entendu, alors je te rejoins à 1000%, bien considérer que dans tous les cas, la journée a été intense pour la personne à la maison, mais il est possible qu'on ait passé une journée de merde aussi au boulot. Bien sûr. Il est possible que quand on rentre à la maison, nous soyons la personne qui a le moins d'énergie
Et tu vois, souvent, moi, ce que j'explique, c'est que les engueulades, elles arrivent souvent à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais. Les engueulades, elles arrivent parce que on a tendance à penser que l'autre a forcément passé une meilleure journée que nous. Alors qu'en fait, la question qu'on devrait légitimement se poser, c'est comment tu te sens et surtout, t'as combien d'énergie. Et si tu veux, souvent, ce qui se met en place avec les couples, enfin, en tout cas avec les membres de couple à qui je peux parler ou les gens avec qui on a pu faire ces ateliers-là, en fait, je me rends compte que moi, je peux peut-être tenir un quart d'heure de plus avec le bébé, que ça permet à mon mec ou à la personne qui rentre, en tout cas, d'aller faire un tour. Peut-être même, avant de rentrer, d'appeler et de dire, écoute, là, je vais rentrer un petit quart d'heure plus tard parce que je vais juste m'arrêter au parc, marcher un peu, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Ou faire une partie de FIFA, j'en sais rien. Un match de FIFA sur sa console, ce qu'on veut. Ou un épisode d'une petite série si on veut, voilà, j'en sais rien. Un truc qui va nous faire du bien. Et ensuite, on prend le relais. Tu vois, à un quart d'heure près, bien sûr. Ça peut changer la vie. Complètement. Et à l'inverse, quand tu rentres et que même si toi, t'as passé une bonne journée, mais que la personne qui reste à la maison te dit non, mais là, vraiment, je peux pas, tu vois. Je peux pas, je vais tuer quelqu'un. C'est peut-être se dire, ok, je vais prendre au moins un petit quart d'heure, tu vois. Je vais me le mettre aux fesses. Voilà, je vais me débrouiller pendant au moins 15-20 minutes, je vais me débrouiller toute seule. Et voilà, moi c'est plutôt comme ça que je raisonne, mais vraiment à se poser la question chaque jour, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que t'es pas à l'abri, tu sais pas ce qui s'est passé au boulot, tu vois. Bien sûr. Je vais parler du mec parce que c'est quand même plus souvent les mecs qui rentrent, qui sont dans cette situation-là, de par le problème de congé paternité notamment. Mais tu sais pas si ton mec il s'est pas fait pourrir comme une grosse merde par son patron, justement parce qu'on lui a dit, ça c'est ce que un papa m'a raconté, hein, justement parce qu'on lui a dit qu'il s'intéressait trop à son enfant et qu'il avait une femme à la maison pour ça, etc. Ouais. Et que, tu vois, il doit lutter, même s'il est en accord avec, dans le couple, tu vois, il doit lutter avec ses stéréotypes au boulot, ça, il a mal vécu. Et il rentre, il est déjà sur les rotules et tout ce qu'il a, c'est quelqu'un qui lui dit tiens, j'en peux plus. Ouais. Alors peut-être prendre ce temps de se dire ok, et vraiment prendre ce temps-là, ça lui permettrait même à lui, s'il a sa femme devant lui qui dit tiens, prends-le, j'en peux plus, de se dire moi peut-être que j'en peux finalement encore un peu, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est prendre ce temps, en fait. Exactement, pour communiquer, mais vraiment avoir cette ressource de se dire il y a un temps donné, il y a une activité donnée, tu vois, et je sais quoi faire, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, et puis de toute façon, les journées ne se ressemblent pas quand on est à la maison avec un bébé. C'est pour ça. Et il y a des journées qui sont... déjà, on s'adapte au bébé qu'on a. C'est-à-dire que, forcément, j'imagine que quelqu'un qui a un bébé qui a par exemple un RGO, qui pleure toute la journée, etc., je pense que ce petit quart d'heure, il n'est pas forcément facile à laisser, tu vois. Parce que moi, j'ai autour de moi des personnes qui m'ont dit que c'est très, très dur d'avoir des pleurs 22 heures sur 24. Mais c'est là où justement, tu vois, où tu peux dans tous les cas relativiser. Mais en fait, le simple fait de prendre le temps de se poser la question, de communiquer là-dessus, même le mec, tu vois, ou la personne, en tout cas, qui rentre du boulot et qui dit qu'il a vraiment passé une journée de merde, il peut s'apercevoir que, oups, la personne a passé une pire journée, en fait. Ouais. Et finalement, moi, j'ai la ressource. Et elle a peut-être entendu un bébé qui a pleuré 22 heures. Pas moi, et je vais peut-être moi là écouter pleurer 30 minutes s'il faut, quitte à sortir de la maison moi, tu vois. Et voilà, par contre, attention, si c'est l'autre qui sort de la maison avec bébé, même s'il pleure pour faire un tour, ça veut pas dire que c'est l'occasion de ranger la maison. C'est ça qu'il faut se reposer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est très très dur en fait. Très très dur. Ça, c'est une discussion qui se fait dans beaucoup de foyers, je pense. Oui. Le fait de dire, si je te donne du temps, c'est pour que tu te reposes, quoi, aussi, tu vois. C'est ça, mais ça, c'est vrai que c'est un gros sujet d'accepter et de pas être sans cesse dans le faire. C'est-à-dire que souvent, quand je vais parler, pour moi, j'ai l'impression, quand on devient mère, même si c'est sûrement aussi le cas parfois quand on devient père, mais quand on devient mère, souvent, on a l'impression que en fait, notre temps ne nous appartient plus et que chaque moment libre qu'on a doit être rentabilisé. Donc, par exemple, on va se retrouver une demi-heure à l'extérieur, typiquement où donc, ton deuxième est gardé à la maison et t'es un petit peu en avance pour aller à l'école. Et au lieu de te dire, chouette, j'ai 20 minutes, je vais prendre un café, tu vas te dire, tiens, je vais aller chercher le vaccin à la pharmacie, je vais aller faire un petit plein de sérum Phi, tu vois. Et comme ça, en fait, souvent, on se fait engueuler, alors qu'en fait, on sait que si on le fait pas à ce moment-là, on va le faire à un moment plus difficile. Ou pas, parce que si tu utilises la matrice d'Eisenhower, du coup, le sérum Phi, à moins que ce soit une urgence, il est dans les pas importants. Alors, à moins que ce soit... qu'il n'y en ait plus. Voilà, à moins qu'il n'y en ait plus. Il est dans les pas importants, mais potentiellement urgents. Et en fait, tu as juste à envoyer un message à ton mec, vas-y, et s'il oublie d'y aller en rentrant, il dira demain, c'est pas grave. Ouais. Et là, tu peux te déléguer, quoi.
Donc après, on en revient toujours à là, c'est la femme qui y pense. Ouais, Donc bien ça, c'est autre sûr, chose. bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai qu'après, il y a d'autres outils pour répartir ça. Il y a des to-do partagés, des trucs comme ça. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est qui alimente la to-do, voilà. Oui. On va pas trouver des solutions Ouais. générales, sinon ça serait trop bien et je ferais fortune, je pense. Mais, Ouais, je pense aussi. mais voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci cet à échange. toi, c'était super. Salut. Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.